La puissance de Dieu était si forte sur lui qu'un homme s'est approché de lui et a dit « J'ai un cancer », mais il mentait. Branham a dit « Tu es un menteur. Tu n'as pas de cancer. Tu es venu pour te moquer de moi. Mais tu auras le cancer et tu seras mort dans 7 jours. » Et l'homme est tombé mort. J'ai dit « Tu ne mens pas à l'homme de Dieu, tu vas tomber mort. Cette onction fait peur. » Ce que Benny Hinn ne sait probablement pas, c'est que la version de l'histoire qu'il vient de raconter n'est qu'une parmi les nombreuses variations contradictoires que Branham lui-même a données à propos de l'homme de Windsor. C'est un peu comme choisir une fin différente chaque fois qu'on raconte la même histoire, mais toujours avec la même certitude prophétique. L'histoire de l'homme de Windsor est un récit bien connu parmi les adeptes de William Branham, souvent présenté comme une démonstration de son don de discernement face à un cas de tromperie. Selon cette histoire, un homme se serait présenté à Branham avec une carte de prière sur laquelle il aurait écrit de fausses informations concernant ses maladies. L'homme, se trouvant à Windsor, avait l'intention de tester ou de piéger Branham. Cependant, lorsque Branham pria pour lui, il aurait immédiatement révélé que l'homme n'avait pas les maladies inscrites sur sa carte de prière, mettant ainsi en évidence sa capacité supposée de discerner les vérités cachées ou les mensonges par l'inspiration divine. Cependant, tous ceux qui ont mené des investigations sérieuses sur cette histoire attestent que ces récits manquent de preuves objectives et se basent uniquement sur des témoignages non vérifiables ou embellis par Branham et ses partisans pour renforcer son image de prophète infaillible. Certaines analyses pointent également des incohérences dans les récits qui semblent davantage construits pour impressionner les adeptes que pour refléter des faits réels et vérifiables. Voici les innombrables versions contradictoires de l'histoire de l'homme de Windsor racontée par Branham. Chacun est libre de choisir la version qui lui plaît le plus, comme si on jouait à un jeu d'histoire à choix multiples. Allez, régalez-vous et prenez celle qui vous semble la plus agréable. Entre guérison instantanée, mort subite, paralysie, mort tardive et autres, il y a de quoi se divertir. J'espère que vous vous souvenez bien de la version façon Benny Hinn, celle où l'homme meurt directement sur l'estrade, la grande finale dramatique publiée par Branham dans The Voice of Healing en 1950. Bref, gardons bien en tête que l'homme était mort à l'instant, directement sur l'estrade, devant Branham lui-même. Bon, maintenant passons au sermon de Jonesboro en juin 1953, où Branham nous raconte encore la même histoire. Il nous dit la maladie. La maladie que vous avez mentionnée sur cette carte de prière sera sur vous le reste de votre vie. Et ça y est. Mais comment ça ? La maladie sera encore sur lui le reste de sa vie alors que, d'après la version de 1950, le pauvre gars était déjà mort sur l'estrade. Sa vie n'avait-elle pas pris fin, là, sur scène ? Ça commence à sentir la confusion scénaristique, comme s'il avait fait un petit retour de l'au-delà juste pour la contradiction. Bon, qu'à cela ne tienne. Voyons voir ce qu'il raconte cette fois-ci, le 26 décembre 1956, devant une congrégation à Brooklyn. J'ai dit... Et j'ai dit, je n'ai rien à faire avec cela. Vous vous êtes maudits. Vous avez donc ce que vous avez mis sur la carte de prière. Il a crié. Il a quitté la salle en courant. La chose était là. Je ne sais pas ce qui est donc arrivé. Voyez? Et là, il dit sans flancher. L'homme a crié et quitté la salle en courant. Alors là, attendez. Maintenant, notre homme ressuscité s'est mis à courir hors de la salle. Il devait avoir la forme pour quelqu'un qu'on pensait déjà en train de hanter l'estrade en 1950. Ça commence à devenir franchement inquiétant. Parce que, rappelez-vous, il était censé être mort, là, sur l'estrade. Alors, qu'est-ce qui a couru? Son corps ou son esprit? Ou bien c'est son fantôme qui avait soudainement un élan d'énergie? Il va falloir qu'on m'explique cette résurrection sportive, parce que même les morts, apparemment, prennent leurs jambes à leur cou dans ces histoires. Là, on touche au génie pur. L'homme qu'on croyait déjà mort et enterré a fait un petit comeback façon Lazarus, mais made in Branham. Alors, inutile de s'épuiser à chercher une logique ici.
Direction Lima, le 27 janvier 1957. Qu'est-ce que Branham va bien pouvoir ajouter à cette histoire? Et là, il dit: Et j'ai dit, ce que vous avez mentionné sur votre carte de prière, la tuberculose et tout le reste, est sur vous maintenant. Cet homme est mort environ 1 année plus tard. S'il vous plaît, accordez-moi un petit moment pour réfléchir à tout ceci. L'homme est mort 1 année plus tard. Mais je ne comprends plus rien. D'abord, il est censé être mort direct sur l'estrade. Ensuite, les maladies sont restées collées à lui toute sa vie. Puis, il n'est finalement pas mort, mais il a quitté la salle en courant. Et maintenant, il serait mort 1 année plus tard. Franchement, là, je deviens fou. À ce rythme, je vais finir par me demander s'il n'est pas en train de ressusciter quelque part pour qu'on puisse continuer cette histoire. Ceci est un vrai chef-d'œuvre de résurrection progressive. Un mort qui a survécu à sa mort, couru un sprint et a attendu une petite année avant de se décider à vraiment mourir définitivement. Il y en a qui font des allers-retours entre la vie et la mort, mais celui-là a poussé le concept au niveau artistique. Sacré Branham, mais qu'est-ce qu'il va encore nous sortir la même année sur ce pauvre homme? J'espère que certains d'entre vous ont déjà choisi leur version préférée, parce qu'on est clairement dans une saga à rebondissement. Direction Chicago, le 30 juin 1957. Et là, Branham annonce fièrement: J'ai dit, les choses que vous avez écrites sur votre carte, vous les avez. Et le cancer et la tuberculose. Et il s'est écroulé sur l'estrade. Mais la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Juste une lettre qui venait d'une certaine personne disant qu'il était dans un état critique. Ah, l'histoire de cet homme devient plus épique à chaque version. Imaginez le tableau. Épisode 1, l'homme s'écroule. Fin de l'histoire. Rideau. On nous annonce qu'il est caput, mort sur l'estrade. Épisode 2. Attendez. Non, finalement, il n'est pas mort. Au contraire, il part en courant. Oui, en courant. Un vrai miracle marathonien. Épisode 3. Plus tard, silence radio. Branham reçoit une lettre d'un cousin du frère du voisin qui dit que l'homme est dans un état critique. Donc, il est encore vivant? C'est du suspense ou une mauvaise blague? Alors quoi? Il est mort, mais il n'est pas mort, mais il est critique, mais il court. Un vrai thriller. On dirait presque qu'il est devenu une légende urbaine. L'homme de l'estrade, tantôt vivant, tantôt mort, toujours en fuite. Franchement, avec tout ça, même Hercule Poirot abandonnerait l'enquête. Ah, sacré Branham, le grand messager du 7e âge, qui nous tient en haleine avec chaque nouvelle version de l'histoire. Alors, là, on se retrouve en mars 1958, en pleine réunion à Middletown, Ohio, et c'est reparti pour un tour. J'imagine la scène. Branham se tient devant la foule, tout sérieux. Il commence avec son fameux « J'ai dit ». Mais qu'est-ce qu'il va encore nous sortir cette fois-ci? Avec Branham, c'est comme si chaque nouvelle version était un épisode dans un feuilleton dramatique. On se demande tous, quel tour de magie va-t-il encore nous faire cette fois-ci? Cet homme est vite tombé là. Alors il a dit: que Dieu soit miséricordieux, frère Branham, c'est la vérité. On l'a fait sortir, paralysé, et il est toujours paralysé. Ah, alors là, c'est un sacré mystère médical et spirituel. Ce pauvre homme est passé par toutes les étapes possibles de l'existence, sans vraiment en quitter une seule. D'abord, il était tombé raide sur l'estrade, boum, game over. Pas du tout. Il aurait aussi quitté la salle en courant. Peut-être qu'il avait juste un train à attraper. Ensuite, il était mort 1 année plus tard. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Puis finalement, on apprend qu'il est dans un état critique. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il est paralysé et on l'a fait sortir comme ça. Bref, ce gars-là, il a visiblement plus de vie qu'un chat. Et tout ça en résumé, il tombe, il court, il est vivant, il est mort, il est paralysé, il est en état critique. Si on continue comme ça, la prochaine déclaration, il revient en hélicoptère. Branham se rend maintenant à South Bend, Indiana. Vous l'imaginez vraiment partir en mission sans emporter sa fameuse histoire magique dans sa mallette? Non, mais sérieusement, jamais de la vie.
est en février 1958, et là, il se retrouve devant une congrégation totalement innocente qui ne se doute de rien. Je les plains déjà, pauvres âmes. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir leur balancer cette fois? Allez, tenez-vous bien, voici ce qu'il leur a dit. J'ai dit, maintenant, ce qui est sur votre carte de prière, vous avez cela. Environ 6 mois plus tard, il est mort d'un cancer. Oui. Il dit oui. D'abord, le gars qui était déjà mort sur l'estrade. Puis il ressuscite courant hors de la salle. Ensuite, il est paralysé, mais toujours paralysé. Et maintenant, 6 mois plus tard, il meurt d'un cancer alors qu'il était déjà mort devant Branham. Alors attends, il était paralysé, il courait, mais maintenant il est mort d'un cancer? Quelle aventure! C'est un peu comme un film à rebondissement. Le même homme tombé et mort sur l'estrade, ressuscité, devient paralysé puis devenu médecin. Ah non, il meurt d'un cancer 6 mois plus tard. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours un twist imprévu. Franchement, Branham, t'es un génie du suspense. Même les meilleurs scénaristes de films d'action n'osent pas autant de changements dans le scénario. Qui sait ce qui va encore se passer dans le prochain épisode? Là, ça commence à puer le mensonge à plein nez. Je commence à avoir peur de savoir ce qu'il va nous sortir à la prochaine minute. Attends, où il est maintenant? Ah, je vois. On est en février 1961 en Californie, devant une pauvre congrégation. Je les plains déjà. Je me demande bien quelle nouvelle version Branham va leur balancer cette fois-ci. Et j'ai dit, parce que vous l'avez dit, et que vous avez mis cela sur votre carte de prière, maintenant vous l'avez. Et il est mort environ 6 semaines après. Ah, 6 semaines après. Voilà qu'on atteint le summum de la confusion. Honnêtement, à ce point-là, les mots me manquent aussi. On se croirait dans un épisode de Cluedo, où le coupable n'est jamais celui qu'on pense, et où les indices changent à chaque scène. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Ah, peut-être qu'il a simplement pris un billet pour un autre monde, ou pour une autre version de l'histoire. Et si Branham était en fait un magicien, jonglant avec le temps et la réalité comme un prestidigitateur sous acide? La maladie que vous avez mentionnée sur cette carte de prière sera sur vous le reste de votre vie. Et ça y est, je ne sais pas ce qui est donc arrivé. Voyez, cet homme est mort environ 1 année plus tard. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Juste une lettre qui venait d'une certaine personne disant qu'il était dans un état critique. On l'a fait sortir, paralysé, et il est toujours paralysé. Environ 6 mois plus tard, il est mort d'un cancer. Oui. Et il est mort environ 6 semaines après. Vraiment, à force de variations sur la même histoire, on se demande si dans 6 semaines, il va nous annoncer que l'homme a en fait survécu, a fondé une entreprise de recyclage et vit maintenant sur une île paradisiaque. Les options sont infinies. Si ce n'est pas de l'art de la confusion, alors je ne sais pas ce que c'est. Alors, pour résumer, on a assisté à un véritable tour de montagne russe de déclarations. À chaque nouveau discours, on se demande si Branham est en train de raconter l'histoire de sa vie, une scène coupée d'un film de comédie, ou s'il s'entraîne pour le prix du meilleur scénariste de l'incohérence. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, une nouvelle version de l'histoire apparaît, aussi flippante que le dernier film d'horreur, mais avec un script totalement improvisé. D'abord, cet homme est mort sur l'estrade, puis il a couru, puis il est dans un état critique, et maintenant, il a disparu, mais pas avant de revenir et mourir de cancer. Le suspense est insoutenable. Bref, si vous pensiez que le mystère de la disparition de l'homme était un casse-tête, attendez de voir l'œuvre magistrale qu'est l'incohérence branhamienne. Si ce n'est pas un cas d'école de « comment ne jamais raconter la même histoire 2 fois », alors je ne sais pas ce que c'est. Le plus comique, c'est que le public de ces déclarations semble les avaler à chaque fois, avec un sérieux digne des meilleurs acteurs de soap-opéra. Peut-être que la vraie leçon à retenir ici, c'est qu'un peu de confusion et un brin d'improvisation peuvent mener à une carrière légendaire dans les prédictions ou dans le grand n'importe quoi.
il est essentiel de poser des questions et de remettre en cause les récits qui vous sont présentés. Le travail que nous avons effectué démontre que les histoires racontées par Branham ne sont pas seulement sujettes à des contradictions, mais souvent manipulées pour servir une certaine narrative. L'exercice d'une foi aveugle, sans examen critique, peut vous maintenir dans une prison spirituelle. Prenez donc le temps de confronter les faits, de rechercher la vérité par vous-même, et n'ayez pas peur de vous libérer des croyances qui vous limitent. Le chemin vers la liberté spirituelle passe par la connaissance et la lucidité, non par la soumission aveugle à des dogmes ou à des figures qui se disent infaillibles. Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme. Et je perdrai la vôtre avec la mienne. Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme. Et je perdrai la vôtre avec la mienne. Je perdrai ma propre âme. Et je perdrai la vôtre avec la mienne.